En France, on a des milliardaires, des gentils riches qui font ruisseler, voilà, qui jouent les mécènes. En Russie, par contre, ils ont des oligarques. Alors ceux-là, ils sont plus méchants, ils sont plus mystérieux en tout cas, et ça mérite parfois de faire des petites enquêtes, et c'est sur une de ces enquêtes qu'on va revenir aujourd'hui en compagnie de Cotentin et d'Antoine Rouget. Bonjour. Alors, Antoine Rouget, qui c'est tout d'abord cet oligarque russe, Dimitri Ribolovlev? Donc c'est un oligarque pour nous avec un profil assez atypique. Et c'est parce qu'il est atypique qu'il intrigue particulièrement les journalistes, comme par exemple Renaud Revel qui a publié en septembre 2017 un livre sur le personnage, un livre intitulé « Le mystérieux Monsieur Ribolovlev ». C'est un garçon qui à l'âge de 25 ans met la main sur une mine de potasse à Uralkali, qui est une petite boîte. Il l'achète pour le prix d'un appartement dans le 16e arrondissement. Il va la revendre 12 ans plus tard 8 milliards de dollars. Donc c'est une génération d'oligarques qui sont partis absolument de rien. Ils sont une dizaine en Russie comme ça à l'époque. Eltsine privatise tout, le gaz, l'électricité, le pétrole et la potasse. Et lui, il met la main là-dessus. Il en fait un empire, notamment à l'étranger. Et encore une fois, il part à Monaco 12 ans après avec un bas de laine qui est évalué, je vous le dis, entre 8 et 10 milliards d'euros. Il quitte donc la Russie avec une fortune considérable, mais également avec quelques petites casseroles. Ribolovlev a par exemple passé 11 mois en prison car il était accusé d'avoir commandité un assassinat, rien que ça. Faute de preuves, la justice russe a fini par le blanchir, mais c'est cette affaire qui aurait précipité son départ vers l'Europe de l'Ouest, une terre d'opportunités pour qui sait faire les bons investissements. Donc il a des placements assez diversifiés qu'on a essayé de retracer, d'abord dans l'art. C'est quelqu'un qui a investi énormément dans des toiles de maître. Et en 2011, finalement, il rachète le club de Monaco. Le club est en Ligue 2. Entretenir un club de foot, ça coûte très cher, même en seconde division. Et le palais princier, la principauté de Monaco, qui détient le club, rechigne à remettre de l'argent à fond perdu dans cette institution, qui est le vrai joujou du prince. Hein. Le prince Albert de Monaco est un fan de sport. Il adore son club de foot. Je crois que c'est important que les joueurs se sentent soutenus et encouragés. On lui cède pour 1 euro symbolique et lui injecte de l'argent pour relancer le club. Il fait venir des stars, tout le monde est ravi. À Monaco, la principauté, les quelques supporters, même s'ils sont moins nombreux que dans d'autres clubs. Donc finalement, c'est un cadeau tombé du ciel. Tu parlais d'un cadeau, mais pour Monaco, c'était peut-être un peu un cadeau empoisonné aussi, parce que Ribolovlev ne va pas se contenter simplement d'investir dans le club, il va aller au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est on a le recul aujourd'hui qui nous permet de dire que cet investissement-là était pas forcément désintéressé ou seulement porté sur le football. Le football, on le sait, c'est souvent plus que du football. À Monaco, pour le prince, son club, c'est un outil de rayonnement, un motif de fierté, un des joyaux de sa couronne presque. On le comprend aisément. Mais c'est pas forcément le cas pour son nouveau propriétaire. On rappelle que ce monsieur est venu ici faire des investissements, il n'est donc pas absurde d'imaginer qu'il attend des retours sur investissement. Le grand marché des joueurs est comme le marché de l'art, un marché sur lequel on peut dégager des sommes astronomiques si l'on joue les bons coups au bon moment. C'est-à-dire pour nous, l'AS Monaco, c'est plus un club de foot, c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui a par exemple vendu Kylian Mbappé pendant l'été 2017, une vente sur laquelle le joueur lui-même n'a pas eu son mot à dire. Il faut savoir en fait que lui voulait rester à Monaco. Il avait d'ailleurs annoncé au prince Albert en juin, il voulait rester une saison à Monaco, la Coupe du Monde, il est bien à Monaco, etc. Mais Monaco voulait le vendre. Et il revient de vacances le 13 juillet. Le 19 juillet, Monaco lui apprend: on a tout réglé avec le Real Madrid, maintenant règle tes trucs, genre salaire, ta maison, ce qui te concerne toi, et va au Real Madrid. Et là, il s'est braqué. Il s'est braqué parce qu'il a bien eu le sentiment qu'il était comme de la marchandise. Oui, mais de la marchandise à très forte valeur ajoutée, et ça on peut comprendre que ça fasse rêver n'importe quel capitaliste. Tout à fait, ça fait des plus-values même dans le secteur financier, on peine à trouver des produits financiers avec une telle rentabilité. Et aujourd'hui, ça a ses limites, parce qu'ils ont vendu les meilleurs joueurs du club, et que les résultats sont plus là. Ils sont menacés quand même de relégation, même si ça nous semblait improbable en début de saison. Mais plus on avance dans la saison, plus on se dit mais ils plongent vers le fond du classement. Et dans ce cas-là, la machine se ripe en fait, parce qu'on n'attire plus les jeunes. Même d'un point de vue économique, est-ce que c'est pas une stratégie seulement court-termiste? C'est-à-dire, est-ce qu'on dilapide pas l'actif du club en 2-3 ans? C'est très bien, on fait des marges énormes, mais derrière, il reste quoi?
Et ça, c'est ce que tu dis sur le trading, c'est un aspect de la façon dont Rybolovlev va utiliser l'AS Monaco. Il va aussi s'en servir comme outil d'influence, notamment en invitant des dignitaires monégasques à assister au match. Et ça va être aussi très important dans sa stratégie. Monaco, c'est quoi ? C'est un micro-État aux portes de l'Union européenne, enclavé dans la France, avec une image qui s'est énormément améliorée ces dernières années, alors que c'est un paradis fiscal. Un paradis sur Terre d'un peu plus de 2 km² où soleil, yacht et voitures de luxe sont légion et où quelques-unes des plus grandes fortunes mondiales ont choisi de s'établir, Monaco vous ouvre aujourd'hui ses bras. Et la dimension, la taille de Monaco, c'est un village. Pas mal de gens qu'on a interrogés dans notre enquête nous disaient voilà, il faut comprendre les rapports de force à Monaco, il y a 9000 citoyens, donc on ne peut pas projeter les réflexions que vous avez sur la France en termes de conflits d'intérêts, de trafic d'influence, etc. À l'échelle de Monaco parce que c'est totalement différent. Ce que vous leur demandez, c'était sur les cadeaux aussi qui étaient faits par exemple, quand on est à la tête d'un club de football, d'une telle institution et qui a une puissance telle au sein d'un État tout petit, et qu'à chaque Noël, on offre des dizaines, voire des centaines de cadeaux aux représentants de l'État, aux membres de la police, aux personnes qui sont dans les douanes, aux personnes qui sont au service des passeports, enfin voilà. Ce que tu expliquais dans ton article, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux aussi. Il y avait les personnes qui devaient avoir du bon vin et celles qui devaient avoir du très bon vin. Ouais, on a classifié, et c'était une méthode extrêmement efficace et une stratégie d'influence rampante. À côté de ça, on a effectivement vu que ça a permis à M. Rybolovlev et son entourage d'avoir une influence considérable. Donc ce qu'on raconte, c'est assez vite, lors de son arrivée à Monaco, comment il a participé en coulisses à la rédaction ou à la réflexion autour d'un projet de loi sur les trusts. Un projet de loi qui l'intéresse d'autant plus qu'il est lui-même à la tête d'un trust basé à Chypre. Seulement cette machinerie bien huilée va finir par prendre l'eau. Il suffira pour ça d'une plainte, celle d'un marchand d'art avec lequel il était en conflit. Donc c'est un jeune juge français, Édouard Levrault, qui est détaché donc, dans le cadre des conventions entre la France et Monaco, qui est détaché sur le rocher et qui... en fait qui se saisit d'une plainte déposée par ce marchand d'art Yves Bouvier dans le cadre de ce contentieux. Finalement, Yves Bouvier attaque contre X pour corruption et trafic d'influence parce que lui-même ayant été membre de l'entourage de Rybolovlev, il sent qu'il y a des relations ou il présume qu'il y a des relations étonnantes avec certaines autorités. Donc il porte plainte et c'est finalement dans cette guerre thermonucléaire entre deux personnes extrêmement riches, puissantes, etc. que le juge Levrault, qui est au bon endroit au bon moment, se saisit de cette plainte et mène ses investigations. C'est vrai que c'est des investigations qui ont été extrêmement puissantes et qui ont détonné au sein de Monaco. C'est-à-dire quand même il mène des investigations sur l'ancien garde des Sceaux, l'ancien ministre de l'Intérieur. n'est pas le seul à être mis en examen, il y a tout un ensemble de dignitaires qui ont été également il est en train d'éplucher l'appareil d'État. Alors est-ce que la gestion de l'AS Monaco a quelque chose à voir avec ces accusations de corruption et de trafic d'influence? Que viennent faire les Football Leaks dans tout ça? Dans les leaks, on a beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne un club. Si on met en miroir avec l'enquête judiciaire, avec ce qui se passe sur place, là on va avoir une vraie vision globale de ce qui se passe, du système finalement, le système Rybolovlev. Ouais. Donc depuis l'achat du club, comment à travers un club de foot, et en l'occurrence les coulisses d'un club dont on avait certaines informations, on met en place un système d'influence au sein d'un État aussi petit qu'une principauté. Ce qui est nouveau aussi dans l'enquête, tu l'as évoqué, c'est ta rencontre avec le prince Albert II qui a quand même accepté une interview, c'est quelque chose de très rare, surtout pour une enquête de médias d'investigation. Parce que là, il y a une vraie question, parce que le prince Albert, c'est pas qu'un piercing, hein, c'est aussi un dirigeant politique. Alors soit il y a un personnage comme ça qui monte et qui prend de l'ampleur dans l'État que le prince Albert est censé diriger. Donc soit c'est un rival, soit c'est un allié. Donc ça peut pas être autre chose dans un État de cette taille avec le poids politique de l'un et de l'autre. Donc c'est toute la question que tu as essayé de lui poser, j'imagine, d'essayer de comprendre. Pour toi, du coup, c'est plutôt un rival ou un allié? Surtout que nous on avait des questionnements précis même sur la relation d'Albert avec Rybolovlev. Ils partent quand même en vacances ensemble. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Okay. Donc dans nos articles et dans nos questions, il y avait des choses qui le concernaient personnellement. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur Mediapart. L'exercice est délicat, maintenant que la justice a mis le nez dans les dysfonctionnements de l'appareil d'État monégasque, le prince a dû trouver une ligne de défense et pourquoi pas une porte de sortie. La mise en examen d'un ancien garde des Sceaux et d'un ancien ministre de l'Intérieur prouve bien que la justice fonctionne à Monaco. Voilà, ça c'est tout le propos du prince Albert. Et de dire en même temps, si tout cela est avéré, je cite, si tout cela est avéré, je pense
que M. Rybolovlev partira lui-même. Donc c'est quand même la première fois qu'Albert de Monaco Le lâche un peu, quoi. ouvre la porte à un possible départ. Et il y a une autre question politique que ça pose, c'est est-ce que la stratégie d'influence à Monaco de cet oligarque a quelque chose à voir avec une stratégie peut-être plus globale de la Russie sur l'Europe de l'Ouest ? Et quels sont ses liens éventuels avec le Kremlin ? A-t-il gardé des liens avec l'entourage de Poutine ? Ça, c'est une question aussi. Ouais, c'est une question en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et oui, parce que le mystérieux Rybolovlev intéresse également les Américains. Il a racheté à Donald Trump une villa dans des conditions très avantageuses il y a quelques années, et vous savez qu'on s'interroge beaucoup là-bas sur le rôle qu'ont pu jouer les Russes dans l'ascension de ce président atypique. Si l'oligarque a servi d'agent d'influence auprès de Trump, on est aussi en droit de se demander si son aventure monégasque ne s'intègre pas dans une stratégie d'influence globale du Kremlin. En gros, c'est est-ce que Rybolovlev joue perso ou est-ce qu'il défend les intérêts de quelqu'un d'autre ? Ou peut-être une vérité entre les deux. Mais voilà la vraie interrogation aujourd'hui. Ça, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Non, avec un lien personnel qui est Troutnev, donc ce dirigeant politique proche du Kremlin qui est représentant spécial de Vladimir Poutine en Oural et qui est un ami de Rybolovlev, mais on n'a pas pour l'instant de clé de compréhension sur le rôle qu'il joue vraiment aujourd'hui. En tout cas, il est rentré en Russie. Il est rentré en Russie, d'après ce qu'on nous dit. On n'a pas d'éléments non plus précis sur son possible retour à Monaco. Trump, Albert II, Poutine, Rybolovlev, qui s'est joué de qui et qui paiera les pots cassés ? En France, c'est le nom de Squarcini qu'on découvre dans la liste des perquisitions effectuées pour l'enquête. Alors, est-ce que cette affaire aurait en plus des ramifications françaises ? Il est un peu tôt pour le dire. Le juge, évidemment, se centre sur la relation de M. Rybolovlev avec différents représentants de l'appareil d'État à Monaco. Donc voilà, un État sous l'influence d'un milliardaire russe, un milliardaire russe ou non en contact avec le pouvoir du Kremlin. Ça fait beaucoup de questions, ça fait des problématiques politiques qui peuvent inquiéter ou interroger en tout cas toute l'Europe, toute la stratégie aussi de la Russie sur l'Europe ou pas. Et tout ça en partant d'un club de foot. C'est ça aussi les Football Leagues, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps d'y revenir aujourd'hui. Merci Antoine. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine.